Les cargos s'arrêtent, les prix s'emballent, un ordre économique vacille. L'Europe découvre une dépendance concrète à des ports et à des minerais qu'elle ne contrôle pas. Et ce choc n'a rien d'un simple ajustement technique. Que vaut votre sécurité économique quand Ibrahim Traoré inverse les règles et rend soudain visibles des fragilités longtemps ignorées? Un siècle d'illusions se fissure. Vite! La promesse de ce récit est simple, mais exigeante. Comprendre un basculement sans slogan ni raccourci. Pour le lecteur, le gameplay est clair. Lire l'Afrique de 2025 sans angles morts analytiques. L'enjeu dépasse largement une séquence de tensions commerciales ou une série de décisions administratives isolées. Lorsque des corridors d'exportation se figent, lorsque des permis sont suspendus ou réécrits, ce ne sont pas seulement des flux qui ralentissent, mais des repères intellectuels qui cessent de fonctionner. Les États perdent des marges de manœuvre qu'ils croyaient acquises. Les entreprises découvrent que leur modèle de risque reposait sur des habitudes, non sur des garanties. Les citoyens, eux, subissent des effets différés que les discours rassurants ne suffisent plus à absorber. Ce texte ne cherche donc pas à annoncer une crise spectaculaire, mais à expliquer pourquoi un système présenté comme stable révèle, en peu de temps, une vulnérabilité structurelle. Comprendre cette mécanique permet d'anticiper les chocs plutôt que de les subir, et de distinguer ce qui relève d'un épisode conjoncturel de ce qui annonce une transformation durable. Le signal initial n'a pas pris la forme d'un discours politique, mais d'un chiffre impossible à ignorer. En 2025, le prix du cobalt a triplé en quelques jours sur le London Metal Exchange, révélant une dépendance que beaucoup pensaient maîtriser. Ce mouvement, apparemment technique, indiquait qu'un fournisseur pouvait désormais réécrire les conditions de sa participation à l'économie mondiale. Pour comprendre cette secousse, il faut revenir à l'architecture qui l'a rendue possible. Pendant des décennies, les accords commerciaux européens ont organisé un échange asymétrique, présenté comme coopératif. L'Afrique fournissait les ressources, tandis que l'Europe définissait les routes, les normes et les clauses contractuelles. Les préférences tarifaires donnaient une impression d'équilibre, mais chaque préconditionnel, chaque contrat d'extraction et chaque dispositif monétaire ajoutait un degré de dépendance supplémentaire. Les monnaies arrimées à l'euro, les exigences imposées aux banques locales et l'afflux d'importations à bas coût ont freiné l'émergence d'industries capables de transformer la valeur sur place. Ce système paraissait stable parce qu'il reposait sur l'inertie. Tant que les flux ne s'interrompaient pas, les courbes restaient lisses et les bilans rassurants. Pourtant, sous cette surface, les fissures s'élargissaient. Dans le Sahel, le bassin du Congo et la Corne de l'Afrique, une génération de décideurs a commencé à poser une question simple, sans manifeste idéologique. Pourquoi un continent riche en minerais, en terres et en énergie accepterait-il indéfiniment des règles façonnées ailleurs? C'est dans ce climat qu'Ibrahim Traoré est devenu un repère analytique, non comme une figure isolée, mais comme le symptôme d'un tournant partagé. Sa formule sur la liberté, qui commence dans l'esprit, a cessé d'être une phrase pour devenir une méthode, traduite en décisions administratives concrètes. Lorsque des cargos se sont arrêtés et que des permis ont été suspendus, le doute initial a trouvé une première réponse. Ce qui semblait un ajustement ponctuel marquait le début d'un déplacement durable du pouvoir économique. Pour saisir ce basculement, il faut quitter les déclarations générales et suivre ceux qui ont transformé une intuition politique en procédure de concrète. Le changement n'est pas venu d'un sommet spectaculaire, mais de salles de réunion ordinaires, où des équipes techniques ont relu des clauses longtemps considérées comme intouchables. Dans ces espaces discrets, des responsables juridiques et financiers ont compris que le levier décisif n'était ni rhétorique ni idéologique, mais administratif. Un premier cas l'illustre clairement. Au Mali, la suspension de permis miniers détenus par des groupes étrangers n'a pas seulement interrompu des opérations. Elle a révélé qu'un simple gel de formulaires et un calendrier repoussé pouvaient déplacer le rapport de force. En quelques heures, les partenaires internationaux ont demandé des clarifications. Signal révélateur, l'autorité effective résidait dans la règle appliquée, non dans le discours public. Le geste était limité, mais son effet psychologique immédiat.
Un second cas confirme cette logique par un autre angle. Au Ghana, l'interdiction d'exporter de l'or non raffiné a déplacé la négociation vers la chaîne de valeur. Les acheteurs étrangers ont dû revoir leurs marges et leurs délais, tandis que les autorités locales ont imposé la transformation sur place comme condition minimale. Là encore, aucune mise en chaîne. Une décision technique, aux conséquences stratégiques durables. Ces situations montrent un même fil conducteur. Le pouvoir ne s'est pas affirmé par la confrontation, mais par la réappropriation méthodique des procédures. Quand la règle cesse d'être automatique, l'équilibre change. Avant le basculement, tout semblait suivre une routine éprouvée. Les cargaisons partaient selon des calendriers prévisibles. Les permis se renouvelaient presque automatiquement. Les discussions commerciales se limitaient à des ajustements marginaux que personne ne considérait comme stratégiques. Les marchés lisaient ces flux comme des constantes, intégrées au modèle sans scénario de rupture. Cette normalité, précisément parce qu'elle n'était jamais remise en cause, donnait l'illusion d'une stabilité durable. Puis, la séquence s'est enclenchée. Le déclenchement n'a rien eu de spectaculaire, il a pris la forme de décisions administratives successives, formulées dans un langage neutre et juridique. Des gouvernements ont suspendu des permis, exigé des audits contractuels ou conditionné certaines exportations à des capacités locales de transformation. Pris isolément, chaque geste paraissait technique, presque banal. Mais leur accumulation a créé un effet de seuil. Les cargaisons se sont immobilisées. Les assureurs ont demandé des renégociations, les délais se sont allongés. Un système fondé sur l'habitude a commencé à grincer. La montée en tension s'est accélérée lorsque ces décisions ont cessé d'être nationales pour devenir synchronisées. Des annonces venues de pays différents ont commencé à se répondre sans coordination formelle mais avec une logique convergente. La République démocratique du Congo indique que le cobalt ne quittera plus le territoire sans perspective de raffinage local. Le communiqué est bref, presque administratif. L'impact, lui, est immédiat. En quelques jours, le prix mondial du cobalt triple. Les fabricants européens ralentissent leurs lignes de production. Certains ports méditerranéens voient leur activité chuter brutalement. Ce qui était présenté comme un ajustement local devient un choc global. C'est le point culminant de la séquence. Les marchés découvrent que la dépendance n'était pas théorique mais structurelle. Les chaînes d'approvisionnement, réputées diversifiées, révèlent des points de passage non substituables à court terme. Les réunions d'urgence se multiplient en Europe. Les techniciens parlent encore de ajustements temporaires, mais les marges de manœuvre ont disparu. Chaque cargaison manquante devient une faille visible dans l'architecture industrielle. Dans le même temps, d'autres États adoptent des logiques parallèles. Le Nigeria propose des mécanismes de paiement alternatifs, réduisant l'exposition à l'euro sans confrontation directe. La Namibie exige une participation nationale majoritaire pour toute nouvelle extraction. Le Ghana verrouille l'exportation de l'or non transformé. Aucun de ces actes n'est spectaculaire pris séparément. Leur enchaînement, en revanche, brise un modèle qui fonctionnait davantage par coutume que par contrainte juridique. C'est dans cette phase que la figure d'Ibrahim Traoré prend une valeur particulière. Non comme chef d'orchestre unique, mais comme voix assumant publiquement ce que d'autres mettent en œuvre de manière discrète. Ces prises de parole donnent une lisibilité politique à une série de décisions techniques déjà engagées. Le message devient audible au-delà des cercles administratifs. Les règles ne sont plus implicites, elles sont renégociables. Les répliques se font alors sentir en cascade. Le nickel s'agite, l'uranium se raréfie. Des industriels européens évoquent des risques de baisse de production en quelques semaines. Une inquiétude diffuse s'installe, non pas liée à une crise soudaine, mais à la prise de conscience d'une dépendance durable. La prospérité apparaît désormais conditionnée à des autorisations extérieures. La séquence se referme provisoirement sur une évidence. Ce qui a commencé comme une série de gestes administratifs s'est transformé en un tournant systémique. Sans fracas, mais avec méthode, le centre de gravité s'est déplacé. Le pouvoir change lorsque les règles cessent d'être silencieuses. Le point de départ est clair et mesurable. Avant les restrictions, les flux miniers africains alimentaient l'industrie mondiale, sans interruption significative. Après les décisions successives, une seule variable déplacée a suffi à exposer la fragilité de l'ensemble.
Le passage d'un flux continu à une logique de conditionnalité a transformé des données routinières en signaux de rupture. Le premier indicateur est celui du cobalt. Lorsque la République démocratique du Congo annonce que l'exportation sera conditionnée à une capacité de raffinage local, le prix mondial triple en quelques jours. Ce chiffre montre que la valeur dépendait d'un accès sécurisé, non de la demande finale. Il ne s'agit pas d'une flambée spéculative classique. Cette variation révèle une dépendance structurelle. Un marché convaincu de disposer de fournisseurs multiples découvre qu'un point de passage clé n'est pas substituable à court terme. Les fabricants de batteries, l'automobile électrique et les filières énergétiques intègrent soudain un risque qu'ils n'avaient jamais modélisé comme politique. Le deuxième indicateur concerne les réserves monétaires. Le 1er août 2025, 6 pays d'Afrique de l'Ouest suspendent plus de 30 milliards d'actifs libellés en euros. Ce mouvement signale une réorientation calculée, non une fuite panique. L'effet immédiat est autant psychologique que financier. Pendant des décennies, l'euro a fonctionné comme une ancre perçue comme incontournable. En réallouant une part significative de leurs réserves vers d'autres devises, ces États démontrent leur capacité à gérer le risque monétaire sans provoquer l'effondrement annoncé par certains analystes. Les marchés européens réagissent par nervosité, tandis que les places africaines interprètent ce geste comme un apprentissage accéléré de la souveraineté financière. Le troisième indicateur se lit dans la chaîne industrielle européenne. Après la réduction des flux africains, des constructeurs automobiles allemands évoquent dans des risques de fermeture d'usines en quelques semaines. Cette rapidité révèle l'absence de marge de manœuvre accumulée. Il ne s'agit pas d'un incident isolé. Une industrie réputée robuste découvre que ses stocks tampons et ses alternatives logistiques sont insuffisants. Des ports habituellement saturés deviennent silencieux, symptôme visible d'une asymétrie inversée. L'Europe dépend désormais de décisions qu'elle ne maîtrise plus. Pris ensemble, ces trois chiffres dessinent une même logique. Le pouvoir économique ne s'est pas déplacé parce que les discours se sont durcis, mais parce que des paramètres mesurables ont changé. Les minerais deviennent des leviers. Les devises se transforment en messages stratégiques. Les chaînes logistiques agissent comme des capteurs de souveraineté. Dans ce cadre, la référence à Ibrahim Traoré prend un sens précis. Ces prises de position n'ajoutent pas de données au tableau, mais elles donnent une cohérence politique à ce que les chiffres révèlent déjà. La liberté évoquée comme point de départ mental se traduit ici par des indicateurs concrets. Prix, réserve, délai industriel. Les données confirment que le basculement n'est ni narratif ni symbolique, mais opérationnel. Cette séquence quantitative referme une première dette de curiosité. Elle montre que l'ancien équilibre reposait sur l'inertie et la prévisibilité supposée des fournisseurs. Une fois cette inertie rompue, la mécanique est apparue au grand jour. Reste alors une question décisive. Comment interpréter les arguments de ceux qui affirment que cette transformation serait exagérée ou réversible ? Pour évaluer correctement la portée du basculement, il faut d'abord présenter les critiques dans leur forme la plus rigoureuse. Deux arguments dominent les analyses sceptiques, chacun appuyé par une logique cohérente qui mérite d'être examinée sans caricature. Selon un premier argument, on invoque la prudence structurelle. Les suspensions de permis, les restrictions à l'exportation et les réallocations monétaires relèveraient d'une phase de négociation tendue mais transitoire. Les économies africaines resteraient dépendantes des revenus tirés des matières premières. Les capacités industrielles locales demeureraient insuffisantes pour absorber l'ensemble des flux à court terme. Dans cette perspective, l'Europe conserverait des leviers décisifs, financiers, technologiques et réglementaires, capables d'amortir le choc. Le système actuel traverserait une turbulence conjoncturelle, non une rupture d'époque. Une fois les tensions retombées, les anciennes routines reprendraient leur place. Selon un second argument, on alerte sur le risque de dépendance nouvelle. Un éloignement relatif de l'Europe ne garantirait pas l'autonomie. Les capitaux asiatiques, les financements du Golfe ou les technologies importées pourraient recréer des asymétries similaires sous des formes différentes. L'Afrique, dans ce scénario, remplacerait une tutelle ancienne par une tutelle émergente,
moins visible mais tout aussi contraignante. Le discours de souveraineté masquerait alors une simple rotation des partenaires sans gain réel de pouvoir décisionnel. Ces objections sont solides sur le plan théorique, pourtant les faits observables en limitent la portée. Le triplement du prix du cobalt, l'arrêt rapide de chaînes industrielles européennes et la suspension coordonnée de dizaines de milliards d'actifs en euros indiquent autre chose qu'un geste isolé. Ils révèlent une capacité nouvelle à activer plusieurs leviers simultanément, ressources, monnaie et réglementation. Cette combinaison distingue une négociation ponctuelle d'une architecture en formation. De plus, les décisions prises par des pays aux profils différents suivent une logique commune. Récupérer la valeur ajoutée et redéfinir les conditions sans rompre les échanges. Cette cohérence réduit le risque d'une simple substitution de dépendance. Elle montre que la stratégie vise moins à changer de tuteur qu'à multiplier les options. Ainsi, les critiques rappellent des risques réels. Les données, elles, montrent que le statu quo n'est plus le point d'équilibre. Le centre de gravité s'est déjà déplacé. Jusqu'ici, les événements pouvaient encore être lus comme une succession de réactions défensives. À ce point précis, cette lecture devient insuffisante. Les décisions africaines cessent d'apparaître comme des exceptions provisoires et commencent à former un cadre implicite pour les négociations futures. Les acteurs extérieurs n'attendent plus les annonces officielles pour ajuster leurs attentes. Les marchés intègrent désormais l'hypothèse d'un fournisseur qui décide, anticipe et conditionne. Le changement décisif tient moins à une mesure isolée qu'à la coordination perçue. Restrictions sur les ressources, audits contractuels et réorientation monétaire ne sont plus interprétés comme des initiatives nationales indépendantes. Ils dessinent une grammaire commune. Les investisseurs réécrivant leur calendrier. Les primes de risque évoluent. Les projets industriels sont évalués non plus sur la continuité passée, mais sur la stabilité des règles futures. C'est ici qu'Ibrahim Traoré devient un point de lecture central. Non parce qu'il imposerait une direction unique, mais parce qu'il nomme publiquement ce que d'autres appliquent déjà dans les procédures. En affirmant que la liberté commence dans l'esprit, il traduit une bascule psychologique. Accepter que les règles soient négociables modifie immédiatement la manière de les appliquer. Cette acceptation collective accélère le mouvement plus sûrement qu'un décret. À mi-parcours, une certitude s'impose. Le débat ne porte plus sur l'existence du basculement, mais sur ses conséquences concrètes. Les conséquences du réalignement ne se diffusent pas de manière uniforme. Elles traversent 4 sphères distinctes, État, entreprises, citoyens et équilibres régionaux, chacune révélant une facette spécifique du déplacement de pouvoir en cours. Pour les États, l'impact est d'abord institutionnel. La reprise de contrôle sur les permis, les audits contractuels et les conditions d'exportation redonnent un espace décisionnel longtemps contraint par des cadres externes. Cette autonomie nouvelle exige toutefois une coordination administrative fine entre finance, justice et industrie, sans quoi les tensions internes réapparaissent rapidement. Dans les pays où cette cohérence progresse, l'État redevient stratège plutôt que gestionnaire de flux. La référence à Ibrahim Traoré prend ici une dimension opérationnelle. La souveraineté n'est pas proclamée, elle se pratique à chaque procédure validée. Pour les entreprises, les effets sont asymétriques et immédiats. En Afrique, les acteurs extractifs et énergétiques font face à des obligations renforcées. Participation nationale, transformation locale, transparence accrue. Certaines y voient une contrainte qui réduit les marges à court terme. D'autres anticipent un repositionnement durable fondé sur l'intégration de la chaîne de valeur. En Europe, le choc est plus brutal. Des modèles industriels bâtis sur la continuité découvrent leur vulnérabilité faute d'alternatives logistiques et de stocks tampons suffisants. Les annonces de ralentissement ne traduisent pas une crise passagère, mais un défaut d'anticipation face à des fournisseurs devenus décideurs. Pour les citoyens, les répercussions sont contrastées et parfois différées. Dans les grandes villes africaines, le mouvement suscite un sentiment de revalorisation politique et économique. Les ressources, longtemps perçues comme abstraites, deviennent un enjeu public tangible, associé à des perspectives d'emploi industriel et de recettes mieux captées.
Dans les zones rurales, la transition est plus ambivalente. Les bénéfices attendus restent progressifs, tandis que les ajustements peuvent provoquer des tensions temporaires sur les prix, l'emploi ou l'accès aux services. Le récit de souveraineté inspire, mais il n'efface pas immédiatement les contraintes quotidiennes. À l'échelle régionale et géopolitique, le déplacement est tout aussi net. L'Europe perd son rôle d'arbitre implicite des flux stratégiques. Les États-Unis oscillent entre inquiétude et opportunité. L'Asie et le Golfe s'imposent comme partenaires majeurs sans proposer un cadre unique. L'Afrique n'est plus un espace à stabiliser, mais un acteur à consulter. Cette recomposition oblige les institutions multilatérales à revoir leurs grilles de lecture et leurs instruments d'intervention. Ces effets convergent vers une même conclusion. Le basculement n'est ni théorique ni symbolique. Il se mesure dans les procédures, les bilans et les perceptions. Le pouvoir s'est déplacé parce que les règles ont cessé d'être silencieuses. À l'horizon des 6 à 12 prochains mois, l'évolution du réalignement peut suivre 3 trajectoires distinctes. Aucune n'est certaine. Chacune dépend de la capacité des États à coordonner règles économiques, ressources et alliances sans rompre les équilibres internes. On peut d'abord envisager un scénario de base, celui de la consolidation prudente. Les gouvernements poursuivent la renégociation progressive des cadres existants. Les restrictions à l'exportation restent ciblées et conditionnelles afin de préserver des recettes tout en renforçant la transformation locale. La diversification des réserves monétaires se fait par paliers, limitant les chocs de confiance. Les projets industriels avancent à capacité partielle, soutenus par des partenariats multiples et réversibles. Les investisseurs intègrent une prime de risque plus élevée mais lisible. L'Europe s'adapte sans retrouver son rôle directif. Le système évolue par ajustements successifs, plus lent que les annonces initiales mais suffisamment cohérent pour stabiliser la transition. On peut ensuite imaginer un scénario optimiste, celui d'une intégration accélérée. Cette trajectoire suppose une coordination régionale plus rapide et plus visible. Les règles sur les ressources deviennent prévisibles, ce qui réduit l'incertitude pour les acteurs industriels. Les plateformes de paiement régionales gagnent en interopérabilité, facilitant les échanges sans dépendance unique. Les projets de transformation locale attirent des capitaux orientés vers la durée, intégrant formation et transfert de compétences dès la négociation. Dans ce contexte, les États africains négocient à partir d'une position collective plus lisible. La valeur ajoutée progresse sur le continent et les partenaires extérieurs s'ajustent aux nouvelles conditions plutôt que de les contester. Enfin, un scénario pessimiste repose sur une fragmentation sous pression. Cette variante apparaît si les intérêts nationaux divergent trop fortement. Certains pays privilégient des recettes immédiates, d'autres bloquent les flux sans alternative industrielle prête. Les tensions internes ralentissent les projets logistiques et alimentent l'incertitude réglementaire. Des pressions extérieures émergent sous forme de contraintes juridiques, de mesures coercitives ou de contentieux prolongés. La dépendance à de nouveaux partenaires technologiques risque alors de recréer des asymétries différentes dans la forme mais comparables dans les effets. Les marchés réagissent par prudence accrue, retardant investissements et transferts. Face à ces scénarios, une recommandation analytique s'impose. Il ne s'agit pas de lire la transition comme une rupture binaire, mais comme un gradient de coordination. Si les règles restent cohérentes et mesurables, alors la crédibilité augmente et l'incertitude recule. Si elle se fragmente, alors le risque reprend le dessus. La variable décisive des prochains mois ne sera ni la rhétorique ni la vitesse, mais la continuité stratégique entre décisions économiques et objectifs politiques. Pour les professionnels de l'analyse et de la décision, le moment agit comme un test stratégique. Les modèles de risque fondés sur la continuité des flux apparaissent insuffisants. Il devient nécessaire d'intégrer des variables longtemps secondaires, capacité de transformation locale, crédibilité réglementaire africaine, coordination régionale et stabilité des procédures. Ajuster tôt ces hypothèses permet de réduire les surprises opérationnelles. Attendre revient à qualifier d'imprévu ce qui relève désormais d'un changement de cadre. Pour les dirigeants d'entreprise, l'enjeu est plus immédiat. Les chaînes d'approvisionnement doivent être relues
à l'aune de la négociabilité des règles. Diversifier ne signifie plus seulement multiplier les fournisseurs, mais comprendre les conditions politiques et administratives qui encadrent l'accès aux ressources. Des décisions modestes, cartographier les points de passage critiques, renforcer les clauses de transformation locale, prévoir des calendriers alternatifs, peuvent améliorer la résilience sans bouleverser les modèles existants. Pour les citoyens attentifs aux dynamiques internationales, l'histoire sert de révélateur. Elle montre comment des décisions administratives, souvent invisibles, produisent des effets systémiques. La puissance ne s'exprime pas uniquement par des sommets ou des alliances militaires, mais par la maîtrise des règles économiques. Cette lecture invite à suivre les procédures, les lois et les chiffres, plutôt que de s'arrêter aux déclarations. Elle aide à distinguer un épisode conjoncturel d'une transformation structurelle. Pour les communautés africaines et la diaspora, l'impact est plus intime. Le réalignement ravive une mémoire longue, faite de dépendances héritées et de marges de manœuvre limitées. Voir des États renégocier, suspendre ou redéfinir des cadres anciens suscite une fierté mesurée, mais aussi une exigence accrue. La souveraineté devient un processus à observer et à évaluer, non un slogan à célébrer. Ces regards convergent vers une même idée. Comprendre le basculement n'apporte pas de certitudes immédiates, mais offre un avantage décisif, celui de ne plus confondre stabilité apparente et équilibre réel. Pour que la dynamique enclenchée se transforme en capacité durable, une méthode claire s'impose. Elle ne repose ni sur l'urgence symbolique, ni sur l'idéologie, mais sur une séquence d'actions déjà observables dans les décisions récentes. L'objectif est de rendre la souveraineté praticable, mesurable et ajustable. Dans un premier temps, il faut formaliser la gouvernance des ressources. Les États qui identifient des minerais stratégiques doivent inscrire cette notion dans des cadres précis. Critères de participation nationale, exigences de transformation locale, audits indépendants et calendrier public réduisent l'arbitraire. La règle devient prévisible, donc négociable. La souveraineté cesse d'être déclarative pour devenir procédurale. Ensuite, il faut consolider l'architecture monétaire régionale. La diversification des réserves et les mécanismes de paiement alternatifs gagnent en crédibilité lorsqu'ils sont coordonnés. Des instances communes peuvent évaluer les risques, harmoniser les règles et anticiper les pressions externes. La cohérence monétaire agit alors comme un stabilisateur plutôt que comme un facteur de volatilité. Puis, il devient essentiel d'orienter les partenariats vers l'industrialisation. Les accords conclus avec l'Asie, le Golfe ou d'autres partenaires n'ont d'impact structurel que s'ils intègrent la transformation locale dès la négociation. Ingénierie, formation et transfert de compétences doivent être contractuels avec des indicateurs de suivi. Sans ces garde-fous, la dépendance change de forme sans disparaître. Il faut également instaurer une culture de souveraineté quotidienne. C'est ici que la référence à Ibrahim Traoré prend toute sa portée analytique. Lorsque la liberté est décrite comme un point de départ mental, elle rappelle que la souveraineté se joue dans les détails. Rédaction des contrats, contrôle parlementaire, transparence administrative et vigilance citoyenne. Cette discipline réduit l'écart entre intention politique et effet réel. Enfin, il convient de mesurer et d'ajuster. Des indicateurs simples, délai, valeur ajoutée locale, stabilité réglementaire, permettent d'évaluer ce qui fonctionne et de corriger ce qui fragilise l'ensemble. La transition gagne alors en robustesse. Cette feuille de route ne garantit pas l'absence de tension. Elle augmente en revanche la probabilité que le basculement dure. L'image qui revient n'est pas celle des marchés en alerte ni des sommets officiels. Ce sont les salles discrètes évoquées plus tôt, ces pièces sans décor où des contrats ont été relus ligne par ligne. Là, une clause annotée, un calendrier ajusté ou un permis suspendu a suffi à déplacer un équilibre que l'on croyait intangible. Ce motif donne sa cohérence à l'ensemble. Le changement est né d'actes précis, répétés, assumés. Avec le recul, le basculement n'apparaît ni soudain ni spectaculaire. Il se révèle progressif, presque silencieux, porté par une accumulation de décisions techniques. C'est précisément ce caractère méthodique qui en fait la force. Rien n'a été imposé par la confrontation directe.
Tout a avancé par la maîtrise des règles et la constance des procédures. Dans cette lecture, la figure d'Ibrahim Traoré agit comme un fil conducteur, non pour incarner une rupture héroïque, mais pour rappeler que la souveraineté commence par une disposition intérieure avant de s'inscrire dans l'administration quotidienne. Ces mots résonnent moins comme un slogan que comme une discipline. Accepter de revoir ce qui semblait acquis. La dignité change la direction du monde. Cette phrase relie les gestes techniques à leur portée humaine. Elle rappelle que les grandes transformations naissent rarement du fracas, mais de la détermination calme de ceux qui décident que le statu quo n'est plus tenable. Ce récit ne cherche pas à clore un débat, mais à l'ouvrir sur des bases plus solides. Le réalignement en cours n'appelle ni célébration automatique, ni inquiétude réflexe. Il exige une attention renouvelée, capable de distinguer les gestes symboliques des transformations structurelles et de suivre les procédures plutôt que les postures. Observer ces dynamiques avec rigueur devient une responsabilité partagée entre décideurs, analystes et citoyens informés. Pour celles et ceux qui suivent l'actualité économique et géopolitique, l'enjeu est désormais d'ajuster les cadres de lecture. Les équilibres anciens ne disparaissent pas d'un coup, mais ils cessent de fournir des repères fiables. Comprendre les choix africains, leurs contraintes et leurs ambitions aide à éviter les interprétations simplistes et les réactions tardives. Le dialogue gagne alors en lucidité, même lorsqu'il demeure critique. L'espace reste volontairement ouvert pour confronter les analyses, questionner les hypothèses et enrichir la compréhension collective. Les désaccords argumentés et les compléments d'information ne fragilisent pas la réflexion, ils la rendent plus utile. Une question demeure sans réponse définitive. Comment chacun peut-il adapter sa manière de penser l'économie mondiale lorsque les fournisseurs deviennent durablement des décideurs à part entière ?